J'ai toujours su que ma relation avec Madame Dubois, ma belle-mère, était tendue, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle finirait par dynamiter ma vie en un instant. Nous vivions dans un petit appartement à Lyon, près des Halles Paul Bocuse, où l'air embaumait souvent les spécialités locales et l'agitation du marché. Mon mari, Julien, était professeur de littérature à l'université. Nous nous étions rencontrés pendant ma dernière année d'études, alors que j'étais en journalisme. Son intelligence et sa sensibilité m'avaient captivé dès le premier instant. 6 ans de mariage plus tard, je croyais le connaître parfaitement. Ce soir d'avril, Madame Dubois vint dîner. Les visites de ma belle-mère apportaient toujours avec elle une tension qui s'emparait de chaque recoin de notre foyer. C'était une femme élégante, de celles qui n'ont jamais un cheveu de travers, et qui semblent évaluer chaque détail avec des yeux de lynx. J'avais préparé une daube provençale, son plat préféré, même si je savais que, comme toujours, elle y trouverait quelques défauts. Trop de laurier, viande trop cuite, peu importe. Le dîner se déroulait comme à l'accoutumée, entre commentaires sur les voisins du quartier des Brotteaux où elle vivait, et critiques subtiles sur mon incapacité à lui donner des petits-enfants. Je souriais, ravalant les mots que je n'osais jamais prononcer. Julien, comme toujours, gardait le silence, pris entre sa loyauté envers sa mère et son engagement envers moi. Ce fut au moment de servir le dessert, une tarte aux amandes que j'avais préparée l'après-midi même, que tout bascula. Madame Dubois goûta une bouchée et laissa tomber sa fourchette sur l'assiette avec un air de dégoût. « Tu sais, Julien » commença-t-elle, s'adressant à son fils comme si je n'étais pas là. « Carole, la fille de Martine, vient d'avoir son 2e enfant. Et nous voilà, à attendre que ton épouse cesse de tant penser à sa carrière et songe davantage à fonder une famille digne de ce nom. » Je sentis le sang me monter aux joues. Après 3 ans à essayer de concevoir et 2 fausses couches qui m'avaient anéanti, ces paroles étaient comme du sel sur une plaie ouverte. « Belle maman, s'il vous plaît », répondis-je d'une voix calme mais ferme. Je ne crois pas que ce soit le moment de parler de cela. C'est alors que je vis cet échange de regards entre elle et Julien. Un code secret, un langage auquel je n'avais jamais eu accès. Elle se pencha vers lui et lui murmura quelque chose que je ne parvins pas à entendre. Quoi que ce fût, le visage de mon mari se transforma complètement. Le poing de Julien frappa la table avec une telle force que les verres tremblèrent. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise derrière lui. Ses yeux, toujours doux et compréhensifs, brûlaient maintenant d'une fureur que je n'avais jamais vue. « Comment oses-tu défier ma mère » cria-t-il, d'une voix que je ne reconnus pas. « À genoux et demande-lui pardon. » Je restais paralysée, incapable d'assimiler ce qui se passait. Je regardais Julien, puis Madame Dubois, qui gardait une expression impassible, presque satisfaite. À cet instant, je compris que j'avais perdu mon mari depuis longtemps. Peut-être ne m'avait-il jamais appartenu. Je ne vais m'agenouiller devant personne, Julien, répondis-je en me levant lentement, et encore moins pour dire la vérité. Sa réaction fut instantanée. Je ne vis pas venir le premier coup. Je sentis seulement l'impact contre ma joue. Le goût métallique du sang envahit ma bouche tandis que je reculais, trébuchant contre le buffet. Les assiettes s'écrasèrent au sol, se fragmentant comme ma réalité à cet instant précis. « Regarde ce que tu m'obliges à faire !» cria-t-il en s'avançant vers moi. Sa voix semblait lointaine, comme si elle venait d'un autre monde, d'une autre personne. Ce n'était pas l'homme qui me récitait du Prévert les soirs d'été, celui qui m'apportait le café au lit chaque dimanche. Madame Dubois observait depuis sa chaise, immobile, avec ce regard qui semblait dire « Je t'avais prévenu ». Peut-être l'avait-elle fait, à sa manière. Toutes ces insinuations sur la façon dont une bonne épouse doit se comporter, toutes ces histoires sur les femmes qui ont perdu leur mari pour ne pas avoir su les garder heureux. J'essayais d'atteindre la porte, mais Julien fut plus rapide. Il m'attrapa le bras avec une telle force que je sentis mes os prêts à se briser sous sa pression. Il me traîna vers la cuisine, pendant que je luttais pour me libérer. Mes cris furent étouffés lorsque sa main couvrit ma bouche avec violence. « Tu vas m'écouter » siffla-t-il à mon oreille. « Et tu vas apprendre à respecter ma famille. » Je réussis à me dégager un instant, juste assez pour atteindre le téléphone sur le plan de travail. Peut-être que si j'appelais quelqu'un, si quelqu'un entendait ce qui se passait. Mais Julien devina mes intentions. D'un revers de main, il envoya le téléphone à l'autre bout de la pièce. Ce qui suivit resta gravé dans ma mémoire comme des flashs discontinus. Le son métallique de la porte du four qui s'ouvre, Julien soulevant quelque chose de lourd,
une douleur aveuglante, et puis l'obscurité. Ma dernière pensée avant de perdre connaissance fut une certitude terrifiante. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. C'était un étranger, un monstre qui avait toujours été là, caché derrière la façade de l'homme que je croyais aimer. Et peut-être le plus douloureux de tout était qu'une partie de moi l'avait toujours su, mais avait choisi de ne pas le voir. Alors que l'obscurité m'enveloppait, j'entendis la voix de ma grand-mère, Simone, qui avait fui l'occupation allemande des décennies auparavant. « Sophie, ma petite, parfois il faut tout perdre pour se retrouver soi-même. » Je n'avais jamais vraiment compris ces mots jusqu'à ce moment, tandis que le sol froid de la cuisine accueillait mon corps inerte et que l'ombre de Julien et de Madame Dubois planait sur moi. Quand j'ouvris les yeux, le froid du carrelage me transperçait la joue. La cuisine était plongée dans une quiétude inquiétante, comme si l'espace lui-même retenait sa respiration. L'horloge murale indiquait 3 heures du matin. Combien de temps étais-je restée inconsciente? Ma tête me battait comme si elle contenait tous les tambours d'une grande fête populaire. J'essayais de me redresser, mais une douleur aiguë dans les côtes m'arracha un gémissement. Je touchai mes cheveux et mes doigts se tachèrent de sang séché. Le sang avait aussi laissé une petite flaque sur le sol, maintenant coagulée et sombre sur le carrelage blanc que j'avais eu tant de mal à choisir quand nous avions rénové la cuisine. « Ceux-ci sont parfaits, Sophie », avait dit Julien alors. « Ils sont assortis à tes yeux quand tu souris. » Quelle ironie qu'ils soient maintenant tachés de mon sang. L'appartement était vide. Aucune trace de Julien ni de sa mère. La porte de l'appartement était entr'ouverte, laissant entrer un courant d'air qui apportait avec lui le bruit lointain de la ville nocturne. Lyon ne dormait jamais complètement, mais à ces heures-là, les sons n'étaient que des murmures. Au loin, je pouvais entendre les cloches de la primatiale Saint-Jean marquant les heures, imperturbables face au drame qui se déroulait entre ces murs. Je me traînais jusqu'à la salle de bain, chaque mouvement une nouvelle agonie. Le miroir me renvoya une image que je mis du temps à reconnaître. Une coupure au front, un hématome fleurissant sur ma pommette droite, les yeux gonflés de larmes non versées. Cette femme brisée ne pouvait pas être moi. Sophie Moreau, la journaliste qui couvrait les manifestations sur la place des terreaux sans ciller, celle qui interviewait les politiciens corrompus en les regardant droit dans les yeux. Je cherchais mon portable dans toute la maison, mais il avait disparu. Tout comme mon sac à main et mes clés. Ce n'était pas un hasard. Julien m'avait laissé là, blessé et sans possibilité de demander de l'aide. Peut-être espérait-il que lorsque je pourrais le faire, j'aurais déjà fabriqué une excuse qui nous protégerait tous les deux, comme je l'avais fait les autres fois. Car ce n'était pas la première fois, seulement la pire. Cela avait commencé par de petits gestes, une critique constante de mes vêtements, de mes amitiés, de mon travail. Puis vinrent les cris, les humiliations devant des amis, les accusations d'infidélité chaque fois que j'arrivais en retard du journal. La première bousculade eut lieu il y a 1 an, lors d'une dispute à propos d'un dîner avec mes collègues de travail. Il s'excusa avec des fleurs et des larmes. Le premier coup arriva 3 mois plus tard. Cette fois, ce furent des bijoux et des promesses de thérapie qu'il ne tint jamais. Et moi, pardonnant toujours, croyant toujours que je pouvais récupérer l'homme dont j'étais tombée amoureuse. La honte me maintenait silencieuse, la peur que personne ne me croie, la peur de décevoir ma famille, en particulier mon père, qui avait accordé tant de confiance à Julien. Je m'appuyais sur le lavabo, essayant de contrôler la nausée. J'avais besoin d'un plan. Je me souvins alors du petit sac d'urgence que j'avais préparé après le dernier incident, quand Julien m'avait enfermée dans la chambre pendant toute une nuit. Je l'avais caché dans le placard du couloir, derrière des boîtes à chaussures que j'utilisais rarement. Un acte de prévoyance qui, sur le moment, m'avait fait me sentir lâche et paranoïaque. Maintenant, il pourrait me sauver la vie. Chaque pas vers le placard était une bataille contre la douleur. Quand j'atteignis enfin la cachette, mes mains tremblaient, tellement que je pouvais à peine ouvrir la fermeture éclair. À l'intérieur, j'avais gardé de l'argent liquide, une copie de mes documents importants et un vieux téléphone portable avec une batterie et un crédit suffisant pour un appel d'urgence. Je m'assis par terre dans le couloir, appuyé contre le mur, tenant le téléphone comme une bouée de sauvetage au milieu d'un océan déchaîné. Je n'avais d'énergie que pour un seul appel. À qui faire appel? Mon amie Hélène? Elle vivait trop loin, à Montpellier. La police? La peur me paralysa. Julien avait des amis au commissariat local. Et s'il ne me croyait pas? Et s'il l'appelait lui en premier? Je composais le numéro de mon père avec des doigts tremblants.
Malgré nos différends, malgré la distance qui s'était creusée entre nous depuis mon mariage, c'était la seule personne qui viendrait sans poser de questions. Il répondit à la deuxième sonnerie, sa voix rauque de sommeil. « Papa ?» Ma voix était à peine audible, un murmure brisé. Il y eut un moment de silence, puis son ton changea complètement. « Sophie, qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment lui expliquer que l'homme qui l'avait accueilli chez lui, qu'il avait traité comme un fils, m'avait fait ça? « J'ai besoin que tu viennes. » Réussis-je finalement à articuler. « S'il te plaît, papa. Je suis blessée. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. »« Ne bouge pas, » dit-il avec un calme qui contrastait avec la tension dans sa voix. « J'arrive. » En attendant, je traînais mon corps jusqu'à l'entrée, laissant la porte ouverte. La peur que Julien revienne me maintenait en alerte, écoutant chaque son, chaque craquement du vieil immeuble de la rue de la République. Les ombres semblaient bouger autour de moi, menaçantes. J'essayais de rester consciente en passant mentalement en revue les articles que j'avais en attente pour le journal. Un reportage sur la gentrification dans le quartier de la Croix-Rousse. Une interview avec la nouvelle directrice de l'Opéra Nouvelle. Des choses normales, quotidiennes, qui semblèrent maintenant appartenir à une autre vie, à une autre Sophie. Je ne sais pas combien de temps s'écoula avant que j'entende des pas précipités monter l'escalier. Je me tendis, me préparant au pire, mais alors je vis mon père, Antoine Moreau, avec son 1,80 m et ses larges épaules, semblait remplir tout le couloir. Son visage, normalement serein, était contracté par l'inquiétude, et quelque chose d'autre que je ne sus identifier à ce moment-là. Nos yeux se rencontrèrent, et je vis comment l'horreur s'emparait de son expression en voyant mon état. Il s'agenouilla à côté de moi, ses mains, rêches par des années de travail dans les vergers de la Drôme, maintenant incroyablement douces en examinant mes blessures. « Ma petite », murmura-t-il, et dans ces deux mots, il y avait un monde de douleur. J'essayai de sourire, mais le geste se transforma en une grimace. « Je suis désolée, papa », murmurai-je. Il secoua la tête, ses yeux s'emplissant de larmes qu'il refusait de verser. Avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas, il m'enveloppa dans sa veste et m'aida à me mettre debout. Il ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin. « On va à l'hôpital », dit-il simplement, soutenant presque tout mon poids, tandis qu'il me guidait vers l'escalier. En sortant de l'immeuble, je regardais une dernière fois vers le haut, vers les fenêtres de ce qui avait été mon foyer pendant les 6 dernières années. Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas de sang sur le carrelage de la cuisine, ni de silence sur les murs qui avaient été témoins de ma souffrance. À cet instant, tandis que mon père m'aidait à monter dans sa vieille Renault, je sus que je ne retournerais jamais dans cet appartement. La Sophie qui y avait vécu, celle qui avait enduré, justifié et pardonné, restait derrière, aussi immobile que le sang séché sur le sol de la cuisine. Le trajet jusqu'à l'hôpital Édouard Herriot se déroula dans un silence dense. Les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres de la voiture, créant des ombres qui dansaient sur le visage de mon père. Ses mains serrèrent le volant avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. De temps en temps, il me jetait des regards rapides, comme pour s'assurer que j'étais toujours là, respirant. Quand nous arrivâmes aux urgences, tout se passa très vite. Les infirmières m'emmenèrent dans un fauteuil roulant, tandis que mon père restait en arrière, remplissant des formulaires d'une écriture tremblante. Une jeune médecin m'examina avec des gestes efficaces mais aimables. Ses yeux, de la couleur des olives mûres, ne montraient pas de pitié, mais une détermination tranquille qui me réconforta. « Vous avez une côte fêlée, une coupure à la tête qui nécessitera des points et de multiples contusions, » dit-elle finalement. « Voulez-vous que nous appelions la police ?» La question resta suspendue entre nous. Une partie de moi voulait crier oui, que je dénoncerais Julien, qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. Mais une autre partie, celle qui ne pouvait toujours pas croire que cela arrivait, se recroquevilla de peur. « Je m'en occupe », dit une voix depuis la porte. Mon père était entré dans la salle d'examen. Son visage, normalement hâlé par le soleil des vergers de son village, était pâle comme un linge. La médecin acquiesça, comprenant. « Je vais demander à un agent de venir prendre votre déposition », répondit-elle fermement. « En attendant, nous allons soigner ses blessures. » Pendant qu'on me faisait les points, mon esprit flottait dans un étrange brouillard.
Je voyais les lèvres de l'infirmière bouger. J'entendais les instruments tinter sur le plateau métallique. Mais tout semblait se passer à grande distance, comme si j'observais la scène de l'extérieur de mon corps. Mon père se tenait dans un coin de la pièce, observant chaque mouvement avec attention. Sa posture était celle d'un animal blessé, prêt à attaquer au moindre signe de menace. Quand la médecin eut fini de me recoudre la blessure à la tête, il s'approcha et prit ma main. Ses doigts étaient de froid, mais fermes. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il à voix basse. Je n'eus pas besoin qu'il clarifie la question. « 1 an, plus ou moins, » répondis-je, incapable de le regarder dans les yeux. Au début, ce n'était que des cris, puis des bousculades. Ça, c'est la première fois qu'il va aussi loin. Mon père acquiesça lentement. Une veine palpitait à sa tempe, unique indice visible de la tempête qui se déchaînait en lui. « J'aurais dû t'en parler, » continuai-je, les mots sortant maintenant en cascade. Mais j'ai toujours pensé que je pouvais arranger les choses, qu'il redeviendrait celui d'avant, que c'était de ma faute si je n'étais pas l'épouse dont il avait besoin. Mon père laissa échapper un son guttural, mélange de douleur et de rage. « Ne dis pas ça, » dit-il d'une voix rêche. « N'ose pas te blâmer, cet homme. » Il s'arrêta, incapable de trouver des mots assez durs. Je lui ai ouvert les portes de ma maison, je lui ai donné la main de ma fille, je lui ai fait confiance. La culpabilité m'écrasait comme une dalle, non seulement pour avoir permis que la situation en arrive là, mais aussi pour la douleur que je voyais dans les yeux de mon père. Antoine Moreau, veuf depuis 15 ans, qui avait élevé seul une fille têtue, sacrifiant tout pour que je puisse étudier à l'université. Lui, qui m'avait appris à être forte, à me débrouiller seule, me voyait maintenant réduite à ça. Une femme battue, trahie par l'homme que nous avions tous deux considéré comme digne de confiance. « Je suis désolée, papa, » murmurai-je, les larmes coulant sur mes joues. Tellement désolée. Mon père secoua la tête et, à ma surprise, me serra dans ses bras, avec précaution, conscient de mes blessures, mais avec une fermeté qui transmettait tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Je sentis ses propres larmes tomber sur mes cheveux. « Non, ma fille, c'est moi qui suis désolée. J'aurais dû voir les signes. » Nous restâmes ainsi, enlacés en silence, jusqu'à ce qu'un policier arrive. L'agent Lefebvre était un homme corpulent, d'âge moyen, avec des yeux qui en avaient trop vu. Il prit ma déposition avec professionnalisme, sans m'interrompre, notant chaque détail dans son carnet usé. Quand j'eus terminé, il leva les yeux. « Souhaitez-vous déposer une plainte formelle contre votre mari, Madame Moreau ?» La pièce sembla rétrécir. L'avenir se bifurquait devant moi. Je pouvais porter plainte et affronter un processus judiciaire qui exposerait ma vie privée, qui m'obligerait à revivre cette nuit encore et encore. Ou je pouvais me taire, retourner à la routine des excuses et des pardons, jusqu'à la prochaine fois. Car il y aurait une prochaine fois. Je le savais maintenant avec certitude. « Oui, » répondis-je finalement, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Je veux porter plainte. » L'agent acquiesça, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Il m'expliqua la procédure. L'ordonnance d'éloignement, la possibilité que Julien soit arrêté le soir même, les prochaines étapes judiciaires. Chaque mot ajoutait du poids à ma décision. Mais aussi, paradoxalement, je me sentais plus légère. Quand le policier partit, promettant de nous tenir informés, mon père s'approcha de la fenêtre. À l'horizon, les premiers rayons de l'aube commençaient à teinter le ciel de Lyon de tons rosés et dorés. « Quand ta mère est morte, » dit-il soudain, sans se retourner, « j'ai cru que rien ne pourrait me faire autant de mal. » Je me trompais. Sa voix était rauque, usée. « Te voir ainsi, savoir que tu as souffert en silence pendant que je vivais tranquillement en croyant que tu étais heureuse. Tu ne pouvais pas savoir, » répondis-je. Moi-même, je ne voulais pas le voir. Il se retourna alors, et ce que je vis sur son visage me glaça. Un mélange de fureur contenue et de détermination farouche. « Cet homme ne te touchera plus jamais, » dit-il, chaque mot chargé de promesses. Pas tant que je vivrai. À cet instant, je sus que mon père serait capable de tout pour me protéger. Cette pensée m'effraya et me réconforta à parts égales. Je sortis de l'hôpital le matin même. La médecin me prescrivit des analgésiques et du repos et me donna une carte avec le numéro d'un service d'aide aux victimes de violences conjugales. Je la gardai dans la poche de la veste prêtée par mon père, sentant comment le terme « victime » adhérait à ma peau comme une étiquette inconfortable. L'appartement de mon père dans son village de la Drôme
n'avait pas changé depuis ma dernière visite. Les mêmes photographies au mur, les mêmes meubles usés, mais impeccablement propres, la même odeur de café frais et des arbres fruitiers du jardin. Il m'installa dans mon ancienne chambre, où les posters de mes groupes préférés étaient toujours exactement là où je les avais laissés en partant pour l'université, comme si le temps s'était arrêté. Cette nuit-là, allongée dans mon lit d'adolescente, j'entendis mon père parler au téléphone dans la cuisine. Sa voix n'était qu'un murmure constant, interrompu occasionnellement par de longs silences. Il appelait tous ses contacts, avocats, amis dans la police, même le curé du village, mobilisant tout son monde pour me protéger. La honte et la gratitude se mélangeaient en moi à parts égales. Je me sentais de nouveau comme une enfant, dépendante, vulnérable. Mais je percevais aussi quelque chose de nouveau surgir entre les fissures de mon être brisé. Un petit germe de résistance. Un murmure qui me disait que l'histoire ne se terminerait pas ici, avec du sang sur le carrelage et des silences sur les murs. Cette nuit-là, je pleurais jusqu'à m'endormir. Mais ce n'était pas des larmes de désespoir. C'était des larmes de deuil pour la vie que j'avais perdue, pour la femme que j'avais été. Et, peut-être, aussi d'espoir pour celle que je pourrais devenir. Les jours suivants se transformèrent en un labyrinthe de démarches administratives, de dépositions et de visites médicales. Mon père avait contacté Martine Berger, une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes qui travaillait pour une association féministe à Lyon. La première fois que nous nous rencontrâmes dans son petit bureau de la rue du Bas d'Argent, je fus impressionnée par son regard direct et sa façon de parler, sans euphémisme ni paternalisme. « Ce qui vient ne sera pas facile », m'avertit-elle en organisant le dossier de mon affaire. « Julien a déjà engagé l'un des meilleurs cabinets de la ville. Ils essaieront de vous discréditer, feront tout leur possible pour que vous paraissiez instable ou menteuse. »« Et sa mère ?» demandai-je, pensant à Madame Dubois et à son influence dans la haute société lyonnaise. Martine soupira. « C'est une femme avec des relations. Elle a déjà commencé à diffuser sa version parmi ses amis du club de tennis. Selon elle, vous avez attaqué Julien dans un accès de jalousie, et il n'a fait que se défendre. La rage m'envahit. Même maintenant, avec les preuves physiques de ce qu'il m'avait fait, il continuait d'essayer de réécrire l'histoire, de me transformer en la méchante de ma propre tragédie. Comme l'avait prédit Martine, Julien nia tout au début. Son avocat présenta une version lisse des faits. J'avais explosé pendant le dîner, jalouse de la relation entre mère et fils, et j'avais lancé des objets contre eux deux. Lui, dans un acte réflexe, m'avait poussé pour se protéger, provoquant ma chute accidentelle contre le plan de travail. Les blessures les plus graves, selon sa version, je me les étais auto-infligées pour l'incriminer. C'était une histoire bien construite, pensée pour exploiter les préjugés qui existaient encore contre les femmes qui dénonçaient. Le mot « hystérique » n'apparaissait pas explicitement dans sa déclaration, mais flottait entre les lignes comme un venin subtil. « C'est votre parole contre la sienne », me dit Martine un après-midi, alors que nous révisions les documents dans la cuisine de mon père, et celle de sa mère. « 2 contre 1, murmurai-je, sentant la peur me nouer la gorge. Et s'il les croyait, et si tout ce processus ne faisait que m'humilier davantage? Mais mon père ne baissa pas les bras. Avec une énergie qui démentait ses 65 ans, il commença sa propre enquête. Il parla aux voisins de l'immeuble, au concierge, au serveur du bar du coin où Julien avait l'habitude de prendre son café. Peu à peu, des témoins apparurent. La voisine du 3B, qui avait entendu des cris cette nuit-là. Le concierge qui m'avait vu sortir contusionné à d'autres occasions. La serveuse qui se souvenait de Julien me parlant avec mépris en public. De petites pièces qui, assemblées, commençaient à dessiner un schéma qui démentait la version de Julien. La procureure chargée de l'affaire, Karine Duval, était une femme menue et d'apparence fragile, qui démentait cette première impression dès qu'elle ouvrait la bouche. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoins, elle décida de poursuivre l'accusation. « Nous avons un dossier solide », nous dit-elle dans son bureau, les murs couverts de livres juridiques. « Ce ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons obtenir une condamnation. » Le jour de la première audience, le tribunal spécialisé dans les violences faites aux femmes de Lyon était bondé. Journalistes et curieux se pressèrent dans les couloirs. Étant moi-même journaliste, l'affaire avait suscité un certain intérêt médiatique. Mes anciens collègues du journal gardaient une distance respectueuse, mais je pouvais sentir leur regard quand je passais. La salle était plus petite que je ne l'avais imaginé.
avec des murs d'un blanc aseptisé et des bancs en bois poli. Quand Julien entra, escorté par son avocat et avec sa mère sur les talons, je sentis le souffle me manquer. Il était impeccablement vêtu, d'un costume bleu marine et les cheveux parfaitement coiffés. Il paraissait calme, sûr de lui. Nos regards se croisèrent un instant, et ce que je vis dans ses yeux me glaça le sang. Il n'y avait ni regret, ni honte. Seulement une froide détermination et peut-être une lueur de rage contenue. Madame Dubois, quant à elle, interprétait à la perfection le rôle de la mère affligée. Vêtue de noir rigoureux, comme si elle assistait à un enterrement, elle portait un mouchoir qu'elle approchait occasionnellement de ses yeux secs. En me voyant, son expression se transforma en un masque de mépris à peine dissimulé. Mon témoignage fut le plus difficile. Je dus relater, point par point, chaque détail de cette nuit-là et des incidents antérieurs. Chaque mot me coûtait un effort immense, comme si je devais les arracher de ma gorge. La stratégie de l'avocat de Julien était claire. Essayer de me faire contredire, chercher des incohérences dans mon récit, insinuer que j'exagérais ou que je mentais carrément. « N'est-il pas vrai que vous avez des antécédents de comportement instable, Madame Moreau ?» demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Que vous avez consulté un psychiatre pour des problèmes d'anxiété ?»« Objection, votre honneur, » intervint Martine. « Non pertinent et tendancieux. »« Accepté, » répondit la juge, une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture argentée. Reformulez la question, maître. Mais le mal était fait. La graine du doute avait été semée. Oui, j'avais suivi une thérapie après mes fausses couches. Oui, j'avais pris des anxiolytiques pendant un certain temps. Comment pouvait-il utiliser ma douleur contre moi de cette manière? Le témoignage de Madame Dubois fut un chef-d'œuvre de manipulation. D'une voix tremblante, elle décrivit comment j'avais attaqué verbalement son fils pendant le dîner, comment j'avais montré des signes évidents d'instabilité émotionnelle pendant des mois, comment Julien avait supporté stoïquement mes constantes sautes d'humeur. « Mon fils ne lèverait jamais la main sur une femme », déclara-t-elle en regardant directement le tribunal. « Je l'ai élevé pour être un gentleman, comme son père. Je voulais crier, me lever et démentir chaque mot. Mais je restais assise, serrant les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, suivant le conseil de Martine. Laisse-les s'emmêler dans leurs propres mensonges. » Et ça marcha. Quand vint le tour de Julien, son excès de confiance le trahit. Il commença par répéter la version répétée, mais à mesure que Karine Duval approfondissait les contradictions, il commença à montrer des fissures. Son ton devint défensif, puis agressif. À un moment donné, il frappa la table du poing, frustré par une question particulièrement incisive. « Avez-vous l'habitude de réagir ainsi lorsque vous vous sentez contrarié, monsieur Dubois ?» demanda Karine d'une voix douce. Le procès se prolongea pendant des semaines qui se transformèrent en mois. Chaque nouvelle session était une bataille. Il y eut des moments où je voulus abandonner, où le poids d'exposer ma vie privée, de revivre chaque humiliation, devenait insupportable. Mais chaque fois que je faiblissais, je me souvenais du sang sur le carrelage, du froid de cette nuit, de la peur, et je continuais. Finalement, un mardi de novembre, sous un ciel plombé qui menaçait l'orage, la juge rendit son verdict. Julien fut déclaré coupable de lésions graves dans le cadre de violences conjugales. La condamnation. 2 ans de prison. Une ordonnance d'éloignement permanente et une indemnisation financière qui me semblait insignifiante comparée à ce qu'il m'avait arraché. Lorsque le verdict fut lu, je cherchai son regard une dernière fois. Ce que je vis ne fut pas du repentir, mais de la haine. Une haine pure, distillée, qui me confirma que je n'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé. En sortant du tribunal, sous la pluie qui avait finalement commencé à tomber, mon père me prit le bras. « C'est fini, Sophie », dit-il simplement. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le chemin vers la guérison commençait à peine, et il serait aussi dur que le procès lui-même. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je pourrais le parcourir. La guérison ne fut pas un chemin droit, mais un labyrinthe d'avancées et de recul. Après le procès, je m'installai définitivement chez mon père. L'appartement de Lyon resta derrière, avec tous les souvenirs enfermés entre ses murs. Je ne voulus rien emporter, sauf mes vêtements et quelques objets personnels. Tout le reste, les meubles que nous avions choisis ensemble, les tableaux, les livres, resta là,
comme les restes d'un naufrage que je ne voulais pas explorer. Les premiers mois furent les plus difficiles. Les cauchemars me réveillaient presque toutes les nuits, trempés de sueur froide, revivant le moment du coup, la chute, l'obscurité. Mon père apparaissait alors à la porte de ma chambre, avec 2 tasses de verveine fumante et cette expression d'inquiétude qu'il tentait de dissimuler. Nous nous asseyions en silence sur la petite terrasse, observant les arbres fruitiers du jardin dont les feuilles brillaient sous la lumière argentée de la lune. « Tu te souviens quand tu grimpais à cet arbre ?» me demanda-t-il une nuit. « Tu avais 7 ans et tu disais que tu voulais construire une cabane là-haut, pour mieux voir les étoiles. » Je souris à ce souvenir. « Et tu m'as dit que les étoiles se voient pareilles de partout. Et tu m'as répondu que ce n'était pas vrai, que d'en haut elles étaient au plus proche. » Il rit doucement. « Tu as toujours été têtue, Sophie. Peut-être fût-ce cette obstination qui me maintint à flot. » La thérapeute que je commençais à voir, Rachel, disait que ma détermination était mon meilleur outil pour la guérison. « Vous avez survécu au pire, » me dit-elle lors d'une de nos premières séances. « Maintenant, vous devez apprendre à vivre à nouveau. Vivre. Quel concept simple, et pourtant si complexe. Pendant les mois qui suivirent le procès, je vécus à moitié, comme suspendue entre 2 mondes. J'avais du mal à sortir de chez moi, à affronter les regards des voisins du village, les questions non formulées, la pitié à peine dissimulée. Le village était petit, et les nouvelles voyageaient vite. Tout le monde savait ce qui m'était arrivé, ou du moins, croyait le savoir. Mon ancienne vie professionnelle semblait lointaine, appartenant à une autre personne. Le journal m'avait proposé de revenir quand je serais prête, mais l'idée de retourner à Lyon, de croiser des connaissances communes, de marcher dans les mêmes rues que j'avais parcourues avec Julien, me provoquait des crises d'angoisse. Ce fut Rachel qui suggéra que je commence à écrire. Pas pour publier, précisa-t-elle. Juste pour vous. Pour sortir ce que vous avez sur le cœur. Au début, je résistais. Les mots étaient mon outil professionnel. Je ne voulais pas les contaminer avec mes traumatismes. Mais un après-midi, après une séance particulièrement intense, j'ouvris mon vieil ordinateur portable et commençai à taper. Sans penser, sans filtrer, sans structure. Juste des mots qui coulaient, comme un fleuve en crue, emportant avec eux des années de silence et de douleur. J'écrivis sur Julien, sur la façon dont nous nous étions rencontrés à cette conférence de littérature, sur son sourire qui m'avait alors paru sincère et que je me rappelais maintenant comme calculateur. J'écrivis sur les premiers signes que j'avais ignorés, son irritation quand je parlais à d'autres hommes, son insistance à vérifier mon téléphone, sa façon de m'isoler progressivement de mes amis. J'écrivis aussi sur les bons moments, car ils avaient existé, et cela rendait tout plus confus et douloureux. J'écrivis sur Madame Dubois et son contrôle asphyxiant, sur la façon dont Julien se transformait en sa présence, devenant un enfant anxieux de plaire. J'écrivis sur mes propres parents, sur la mort prématurée de ma mère et comment cette absence avait marqué ma vie, sur ma relation avec mon père, complexe mais basée sur un amour inébranlable. Et j'écrivis sur cette nuit-là, encore et encore, exorcisant chaque détail, chaque mot, chaque sensation. Le son du poing contre la table, le murmure empoisonné, la douleur, l'obscurité. Parfois, au milieu de la nuit, je me levais et relisais ce que j'avais écrit. C'était comme regarder à travers une fenêtre vers un passé qui perdait peu à peu son pouvoir sur moi. Les mots transformèrent le chaos en quelque chose de compréhensible, le cauchemar en une histoire que je pouvais me raconter sans qu'elle me détruise. Pendant ce temps, la vie au village suivait son cours. Mon père avait repris sa routine dans les champs, bien qu'il rentrât maintenant déjeuner avec moi tous les jours. Parfois, je l'accompagnais, profitant du soleil sur ma peau, de l'odeur de la terre et des arbres fruitiers, de la simplicité des tâches manuelles qui occupaient à mes mains et laissaient reposer mon esprit. Ce fut lors d'une de ces journées, alors que nous cueillions des abricots, que je reçus l'appel d'Hélène, mon ancienne collègue du journal. « Il y a un poste au magazine Horizon », me dit-elle sans préambule. « Il cherche quelqu'un pour la rubrique Société. J'ai pensé à toi. » Horizon était une publication numérique basée à Montpellier, connue pour son approche progressiste et son engagement sur les questions sociales. C'était assez loin de Lyon pour que je me sente en sécurité, mais assez proche pour ne pas me sentir déracinée. « Je ne sais pas si je suis prête, » répondis-je, incertaine. « Personne n'est jamais complètement prêt, » répondit Hélène.
Mais tu as du talent, Sophie. Et tu as quelque chose à dire. Ce soir-là, j'en parlais à mon père, m'attendant à une résistance. À ma surprise, il me soutint sans réserve. « Ce village est devenu trop petit pour toi, ma fille, » dit-il, alors que nous partagions une omelette aux pommes de terre. « Il l'a toujours été. Ta place est là-bas, à écrire, à raconter des histoires. Ne le laisse pas te prendre ça aussi. » 2 semaines plus tard, je passais l'entretien par visioconférence. Rachel m'avait aidé à préparer des réponses à d'éventuelles questions sur le trou dans mon CV, sur la raison pour laquelle j'avais quitté mon ancien travail. Mais à ma surprise, la directrice d'Horizon, Isabelle Monclerc, ne me demanda rien de tout cela. « J'ai lu vos articles, dit-elle simplement. Vous avez une voix unique, c'est ce dont nous avons besoin. » Je décrochai le poste. Je louai un petit appartement près de la promenade du Pérou à Montpellier, avec vue sur la ville. Les premières nuits furent difficiles. Dormir seul dans un nouvel endroit réveillait de vieilles peurs. Mais peu à peu, l'animation de la ville devint un baume pour mes nuits agitées. Le travail m'absorba rapidement. Je couvrais des sujets variés, des festivals culturels aux problèmes de logement ou aux initiatives citoyennes. Isabelle me donna la liberté de choisir mes propres angles et je découvris que j'appréciais particulièrement de donner la parole à des personnes dont les problèmes passaient souvent inaperçus. Un jour, près de 6 mois après avoir commencé chez Horizon, Isabelle m'appela dans son bureau. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts teints d'un rouge intense et à l'énergie contagieuse. « Je veux que vous écriviez sur les violences faites aux femmes, » dit-elle sans détour. « Nous préparons un dossier spécial. » Je restais paralysée. C'était un sujet que j'avais soigneusement évité, tant dans mes articles que dans mes conversations. Isabelle sembla lire mon expression. « Vous n'êtes pas obligé de parler de votre expérience si vous ne le souhaitez pas, » précisa-t-elle. « Mais vous avez une sensibilité particulière pour ce sujet. Vos articles sur les femmes sans-abri ou les mères célibataires prouvent que vous savez écouter et transmettre la douleur sans tomber dans le sensationnalisme. Cette nuit-là, assise sur mon petit balcon avec vue sur les toits, j'ouvris mon ordinateur et commençai à écrire. Pas sur moi, je n'étais pas encore prête pour ça, mais sur d'autres femmes. Je contactais des associations, parlais à des survivantes, recherchais des statistiques et des ressources disponibles. L'article grandit jusqu'à devenir une série. Lorsque le premier reportage fut publié, les réactions ne se firent pas attendre. Des courriels de lectrices qui se sentaient identifiées, qui remerciaient que quelqu'un raconte leur réalité sans paternalisme ni dramatisation inutile. Des invitations à donner des conférences dans des lycées et des associations. Peu à peu, ma vie se remplit de nouvelles routines, de nouvelles amitiés, de nouveaux objectifs. Je recommençai à peindre, quelque chose que j'avais abandonné pendant mon mariage, parce que Julien trouvait que c'était un hobby improductif. J'adoptai un chat errant que j'appelais Prévert, en l'honneur du poète que Julien citait souvent, mais n'avait jamais vraiment compris. Je m'inscrivis à des cours de self-défense, moins par peur que pour la sensation de contrôle sur mon propre corps qu'il me procurait. Un matin, alors que je me préparais un café, je m'arrêtai devant le miroir du couloir. La femme que me renvoyait le miroir était différente de celle qui avait fui Lyon 1 an auparavant. Les cicatrices physiques avaient presque complètement disparu. Les autres, les invisibles, étaient toujours là, mais elles ne définissaient plus qui j'étais. Elles n'étaient qu'une partie de mon histoire, pas sa totalité. Cet après-midi-là, je reçus un appel de Martine, mon avocate. « Julien a demandé la libération conditionnelle », m'informa-t-elle. « Il a une bonne conduite et a suivi un programme de réhabilitation pour agresseurs. » Je sentis un nœud dans mon estomac, mais pas la terreur paralysante que j'attendais. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? L'ordonnance d'éloignement reste en vigueur, m'assura-t-elle, et nous serons attentifs à tout mouvement suspect. Mais je voulais que vous le sachiez. Après avoir raccroché, je sortis sur le balcon. La ville s'étendait à mes pieds, vibrante, comme mon intérieur à cet instant. Mais sous la surface de la peur et de l'inquiétude, il y avait autre chose. La certitude que je n'étais plus la même femme fragile et effrayée, que mes morceaux, lentement, s'étaient réassemblés, non pas pour former la personne que j'étais avant, mais quelqu'un de nouveau, de plus fort, de plus conscient de ses limites et de sa valeur. 1 an après mon déménagement à Montpellier, je reçus une invitation qui allait changer le cours de ma vie. L'association contre les violences faites aux femmes de la région
organisait une rencontre aux Subsistances à Lyon. Il voulait que je partage mon expérience de journaliste couvrant ces sujets et, si je me sentais à l'aise, également mon histoire personnelle. Mon premier réflexe fut de refuser. Lyon restait un territoire miné de souvenirs, et l'idée de parler publiquement de ce qui m'était arrivé me terrifiait. Je consultais Rachel, avec qui je continuais d'avoir des séances bimensuelles par visioconférence. « C'est votre décision, Sophie », me dit-elle avec ce calme qui me réconfortait toujours. « Personne ne peut vous obliger à vous exposer. Mais pensez à ce que signifierait pour d'autres femmes d'entendre votre histoire de résilience. » Pendant des jours, l'invitation resta sur ma table, comme un défi silencieux. Je la relisais chaque matin, imaginant différents scénarios, moi parlant devant un public, ma voix se brisant, les regards de pitié, ou pire encore, d'incrédulité, ou peut-être Julien apparaissant dans le public malgré l'ordonnance d'éloignement. Un après-midi, alors que je vérifiais des documents pour un article sur les femmes migrantes, je tombai sur une citation d'Audre Lorde qui résonna profondément en moi. « Votre silence ne vous protégera pas. » Ces quelques mots agirent comme un catalyseur. Le soir même, je répondis à l'invitation par un « j'accepte » laconique mais ferme. Les semaines suivantes, je les consacrais à préparer mon intervention. Je ne voulais pas improviser, mais pas non plus lire un texte qui sonnerait artificiel. Je voulais trouver un équilibre entre l'honnêteté brute et l'espoir que j'avais découvert dans mon processus de guérison. J'écrivis et réécrivis mon histoire, la distillant jusqu'à son essence. Mon père insista pour m'accompagner. À 66 ans, il restait un homme fort et vital, bien que les cheveux gris aient complètement conquis sa chevelure noire. Le voyage de Montpellier à Lyon fut silencieux. Nous étions tous deux conscients de ce que signifiait ce retour, des fantômes que nous aurions à affronter. Nous logeâmes dans un petit hôtel du quartier Saint-Jean, loin des zones que je fréquentais avec Julien. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je m'approchai plusieurs fois de la fenêtre, observant les rues étroites et pavées, les façades aux couleurs délavées, les places qui commençaient à s'animer. Cette ville qui avait été mon foyer me semblait à la fois familière et étrange, comme un rêve à moitié oublié. Le matin de l'événement se leva dégagé, avec ce ciel bleu intense si caractéristique de la région. Le centre culturel était situé dans un ancien couvent réhabilité, avec un magnifique cloître central où des chaises avaient été disposées pour le public. À mesure que l'heure approchait, l'espace se remplit. Il y avait des visages de tous âges, jeunes étudiantes, professionnels d'âge moyen, personnes âgées au regard sage, majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes. Mon intervention était programmée après la pause café. D'un coin, j'observais les intervenantes précédentes. Une juge spécialisée dans les violences faites aux femmes, une psychologue, une militante qui avait fondé un réseau de foyers d'accueil. Toutes parlaient avec autorité et passion, mais quelque chose attira mon attention. Leurs interventions étaient pleines de statistiques, de cadres légaux, de théories psychologiques. Il manquait la voix de celle qui avait vécu l'enfer en personne. Quand mon tour arriva, je montai sur la petite scène, les jambes tremblantes. Le public était une mer de visages attentifs. Parmi eux, je distinguais mon père au premier rang, son expression un mélange de fierté et d'inquiétude. À côté de lui, à ma surprise, se trouvait Hélène, mon ancienne collègue du journal, qui me sourit chaleureusement. Je reconnus aussi Martine, mon avocate, et quelques-unes des femmes que j'avais interviewées pour mes reportages. J'ajustai le micro et respirai profondément. Les premiers mots sortirent avec difficulté, mais je trouvai bientôt mon rythme. Je ne récitais pas le discours que j'avais méticuleusement préparé, mais laissais les mots couler directement de cet endroit en moi où je gardais tant la douleur que la force que j'avais découverte. Je m'appelle Sophie Moreau, commençai-je, et pendant 6 ans, j'ai été mariée à un homme qui a failli me tuer. La salle resta en silence complet. Je racontais mon histoire sans fioritures ni dramatisation, avec la précision de la journaliste que j'étais et l'honnêteté de la survivante que j'étais devenue. Je parlais de l'amour que j'avais ressenti au début, de la façon dont la manipulation et le contrôle s'étaient progressivement installés dans notre relation, des signes que j'avais ignorés, des excuses que je m'étais données. Je parlais de ce dîner fatidique, du murmure de ma belle-mère, du coup, de l'obscurité. Mais je parlais aussi de l'après, du courage que j'avais trouvé pour porter plainte, du soutien de mon père, de la reconstruction lente et douloureuse de mon identité,
de la nouvelle vie que j'avais construite. Je ne suis pas ici en tant que victime, dis-je vers la fin, ma voix plus ferme que jamais. Je suis ici en tant que témoin. Comme preuve vivante qu'il y a un chemin de sortie, que la peur ne doit pas être une condamnation perpétuelle, que nous sommes plus fortes que nous ne le croyons. Quand j'eus terminé, le silence persista pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Puis, comme une vague qui monte lentement, les applaudissements commencèrent. D'abord timides, presque prudents, mais ils augmentèrent jusqu'à remplir l'espace de leur force. Je vis des larmes dans de nombreux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de pitié, mais de reconnaissance, de sororité. Lors des questions, une jeune femme, presque une adolescente, leva la main. Elle avait les cheveux teints en bleu et plusieurs piercings au visage. « Ma sœur est avec un homme comme votre ex-mari », dit-elle d'une voix tremblante. Elle passe son temps à le justifier, à dire qu'il va changer. Que puis-je lui dire pour qu'elle réagisse avant qu'il ne soit trop tard? Sa question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Combien de fois avais-je moi-même répété ces mêmes excuses? Combien de personnes avaient essayé de m'avertir sans que j'écoute? Il n'y a pas de mot magique, répondis-je avec sincérité. Chaque femme doit parcourir son propre chemin. Ce que vous pouvez faire, c'est être là pour elle, sans la juger. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle a des options, qu'elle mérite mieux. Et quand elle sera prête à faire le pas, assurez-vous de la soutenir. À la fin de la rencontre, plusieurs femmes s'approchèrent pour me parler en privé. Certaines voulaient des conseils pratiques, d'autres simplement me remerciaient d'avoir mis des mots sur ce qu'elles avaient vécu. Une femme plus âgée me serra dans ses bras en silence, avec une telle force qu'elle me coupa presque le souffle. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Dans son étreinte, je reconnus une compagne de route, quelqu'un qui avait survécu à son propre enfer. Ce soir-là, en dînant avec mon père dans une petite brasserie du Vieux-Lyon, je me sentis étrangement légère, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je ne savais même pas que je portais. « Je suis fière de toi, Sophie », dit mon père en levant son verre de vin. « Ta mère le serait aussi. » La mention de ma mère, absente depuis si longtemps, m'embua les yeux. Tu sais, parfois, je pense qu'elle a veillé sur moi tout ce temps, d'une manière ou d'une autre. Il acquiesça, comprenant. Les personnes que nous aimons ne nous abandonnent jamais complètement. 2 jours plus tard, de retour à Montpellier, je reçus un courriel d'Isabelle. Elle avait vu la vidéo de mon intervention que l'association avait partagée sur les réseaux sociaux. Elle me proposait quelque chose que je n'avais jamais envisagé, écrire un livre. Pas seulement sur mon expérience, mais sur les histoires d'autres survivantes que j'avais rencontrées grâce à mon travail journalistique. « Vous avez une voix qui mérite d'être entendue », écrivit-elle. Et il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de l'entendre. La proposition me submergea. Un livre? Moi? Mais la graine était plantée. L'après-midi même, assise sur mon balcon face à la ville, je commençais à esquisser des idées. Il ne serait pas facile de revivre tout le processus, d'approfondir des blessures qui commençaient à peine à cicatriser. Mais peut-être était-ce ma manière de transformer la douleur en quelque chose d'utile, de lui donner un but. Pendant les mois suivants, je partageais mon temps entre mon travail chez Horizon et l'écriture du livre. Je voyageais à travers toute la France pour interviewer des femmes qui avaient survécu aux violences machistes, d'une cadre à Paris à une bergère dans les Alpes, d'une jeune étudiante à Toulouse à une vieille dame d'un petit village de Bretagne. Chaque histoire était unique, mais toutes partageaient un dénominateur commun, la capacité humaine de renaître de ses propres cendres. Entre ces voyages, je rendais régulièrement visite à mon père dans la Drôme. Sa santé avait commencé à se détériorer, et bien qu'il se refusât à l'admettre, je remarquais comment son énergie diminuait progressivement. Nous engageâmes une femme du village pour l'aider dans les tâches ménagères et lui tenir compagnie quand je n'étais pas là. Thérèse, une veuve au caractère fort et au cœur généreux, devint bientôt indispensable à nos vies. 1 an après cet événement à Lyon, mon livre « Celle qui brise le silence » fut publié par une petite maison d'édition indépendante. La présentation eut lieu aux mêmes subsistances, avec une assistance qui dépassa toutes les attentes. Mon père, s'appuyant maintenant sur une canne mais avec le même regard fier, occupait sa place au premier rang. À la fin de l'événement, alors que je signais des exemplaires, une femme s'approcha de ma table. Je mis un moment à la reconnaître. C'était la jeune femme aux cheveux bleus qui avait posé une question sur sa sœur. « Je voulais que vous sachiez,
dit-elle avec un sourire timide, que ma sœur a quitté son petit ami il y a 3 mois. Votre discours lui a fait comprendre qu'elle méritait mieux. Maintenant, elle vit avec moi. Elle étudie pour terminer la licence qu'elle avait abandonnée pour lui. Ces paroles m'impactèrent plus que n'importe quelle critique littéraire ou chiffre de vente. Une vie avait changé parce que j'avais trouvé le courage de parler. Peut-être était-ce là la vraie victoire. Non seulement survivre, mais aider les autres à trouver leur propre chemin vers la liberté. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ouvris la fenêtre et contemplai la ville qui m'avait autrefois vue tomber. Lyon brillait sous la lune, belle et indifférente aux tragédies et aux triomphes qu'elle abritait entre ses rues. Quelque part dans cette constellation urbaine, Julien continuait sa vie, peut-être sans avoir vraiment changé, peut-être en façonnant une autre femme à son image. Mais je n'étais plus cette femme. J'avais trouvé ma voix, et c'était une voix qui ne pouvait être réduite au silence. Le lendemain, je retournerai à Montpellier, à mon appartement près de la promenade, à mon chat Prévert, à mon travail au magazine, à ma nouvelle vie. Je porterai avec moi les cicatrices du vécu, mais aussi la certitude que la douleur peut se transformer en force, la peur en courage, le silence en mots qui peuvent changer des vies. Parce que mon histoire n'était pas seulement une histoire de violence. C'était une histoire de déni, de résistance, de relèvement, de ne plus jamais s'agenouiller,